Bonjour Monsieur René Daval. Vous avez accepté de répondre à quelques questions concernant le livre que vous avez publié chez Sapientia Hominis en 2019 dans la collection Philosophie sous le titre Kierkegaard et la théorie des stades. Nous sommes le 27 septembre 2023. C'est donc le second entretien que vous m'accordez. Le premier ayant porté sur votre parcours universitaire, votre carrière, l'œuvre hommage qui vous a été consacrée pour votre départ à la retraite en 2019, sous le titre Mélange en hommage à René Daval chez Ellipse, mais aussi et surtout sur votre vocation et sur votre conception de la pédagogie. En relisant votre livre sur Kierkegaard, m'est revenu en mémoire, puisque j'ai été votre élève et que j'ai assisté, une fois mes études terminées, à nombre de vos interventions en colloque ou au séminaire Respernomen de Reims, que vous consacriez toujours un temps, même bref, pour dire quelques mots sur l'auteur dont vous alliez parler. Sur le contexte historique d'une part, mais aussi et surtout, chose surprenante et des plus agréables pour les jeunes étudiants, sur les événements qui ont jalonné sa vie. Ce livre-ci ne fait pas exception. Vous commencez dans un premier paragraphe à nous faire comme une carte du paysage philosophique pour nous faire comprendre à quelle place se situe Kierkegaard et j'ajouterais même à quelle place stratégique. Puis, dans un second paragraphe, vous en venez à la vie de Kierkegaard lui-même. Ce récit chronologique est certes jalonné des dates de parution de ses nombreux ouvrages, mais si ces dernières ne semblent pas là l'essentiel à première vue, force est de constater, et vous l'écrivez vous-même page 10, il a sans doute plus écrit qu'il n'a vécu. Ma première question est la suivante. Croyez-vous, monsieur Daval, que la vie personnelle d'un philosophe explique et ou justifie en quelque sorte le choix des sujets sur lesquels va porter son attention? Dans une très large mesure, oui, mais ça dépend aussi effectivement des philosophes. On peut se dire ça plus difficilement, par exemple, de Kant, ou même d'ailleurs de ses disciples réalistes, idéalistes, je veux dire, comme Fichte ou Schelling, que ce n'est vrai pour des gens comme Nietzsche ou Kierkegaard, qui eux, en effet, ont beaucoup travaillé à partir de leur propre vie. Merci, monsieur Daval. Faire allusion à sa vie personnelle et même commencer toute intervention et ce livre ici, par cela relève-t-il chez vous, monsieur Daval, d'un souci pédagogique et ou d'une volonté de rappeler qu'il faudrait toujours garder en tête que tout philosophe, en particulier ceux qui ont construit de grands systèmes, comme Kant, que vous venez de citer, et que nous avons évoqué dans notre premier entretien, étaient des hommes comme tous les autres, qui, en oubliant leur humaine condition, sont parfois tombés dans le piège de la philosophie classique, faire de la philosophie, ni plus ni moins qu'un jeu avec les concepts, et de leur vie, une vie en dehors du monde. Oui, certainement. Bon, mais encore une fois, cela dépend des philosophes. Les philosophes qui ont construit des systèmes sont plus loin certainement de leur propre vie que les autres, mais des gens comme les existentialistes de nos jours ou comme Nietzsche et Kierkegaard, que l'on a souvent approché l'un de l'autre au XIXe siècle, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Pour ce qui est de Kierkegaard, vous faites, monsieur Daval, la liste des nombreux champs sur lesquels sa pensée s'est déployée, en ayant appuyé au préalable sur sa vie de solitude finalement, car excepté ses fiançailles rompues, il ne semble avoir eu de vie amoureuse et même de vie sociale, ou tout du moins une vie sociale pauvre. Était-ce pour vous, monsieur Daval, un moyen de souligner la surprise quant aux sujets qui l'ont occupé tout au long de sa vie? Vous les citez d'ailleurs, page 9, le système, la vérité, l'existence, l'homme, Dieu, l'angoisse, le désespoir, l'espérance, l'amour, le mariage, le sacrifice, la répétition, le paradoxe, et pour l'œuvre qui nous occupe ici, les diverses modalités de l'existence humaine qui nomment les stades de l'existence. Monsieur Daval, est-il donc légitime d'être surpris pour le lecteur parce que Kierkegaard s'attaque à tous les pans de la vie humaine et dans une moindre mesure à la chose philosophique proprement dite? Ce qui en effet est très surprenant dans son œuvre, c'est la quasi-totalité des concepts qu'il aborde, que peu de philosophes ont abordé. Par exemple, il parle énormément du mariage, ce que finalement peu de philosophes ont fait, et il parle de l'amour, mais ça, bon, il y a beaucoup plus de philosophes qui l'ont fait.
de l'amour d'un homme pour une femme, de l'amour humain, mais il parle aussi des différentes façons de mener sa vie. Et ça, c'est ce qu'il y a sans doute de plus original dans toute son œuvre. Effectivement, ce sont les fameux stades de l'existence. Pour continuer sur la surprise, vous citez Wittgenstein sur lequel porte le premier cours qui va être très prochainement mis en ligne sur votre chaîne YouTube, Home Philo, Homephilo. Dans une des lettres que Wittgenstein a adressées à Paul Engelmann et qu'on trouve dans Lettres, Rencontres, Souvenirs publiées en 2010 aux éditions de l'Éclat, Wittgenstein estime que Kierkegaard était le seul penseur à avoir parlé avec enthousiasme, en son temps, de la véritable passion. Concernant l'œuvre de Wittgenstein, sa vie à travers ses carnets secrets, sa correspondance et tout ce que les gens qui l'ont côtoyé ont pu dire à son propos en tant qu'homme, est-il légitime d'être surpris ou alors être surpris n'est-il que le fruit de l'ignorance? Quand Kierkegaard écrit sur la passion et que Wittgenstein le félicite en quelque sorte sur ce point, sommes-nous dans l'erreur, monsieur Daval, en pensant à la passion amoureuse? Parle-t-il d'autre chose quand il parle de passion, ce qui rendrait les choses entre guillemets logiques, et du côté de Kierkegaard et du côté de Wittgenstein. Notons au passage que Kierkegaard a obtenu son doctorat avec une thèse sur le concept de l'ironie. Oui, il est clair que Wittgenstein s'est beaucoup intéressé à Kierkegaard et l'a, je pense, très bien compris. Et justement, il s'est intéressé tout particulièrement à la théorie des stades de l'existence parce que ça lui parlait à lui-même. Et d'une certaine façon, on pourrait presque dire qu'il y a une théorie des stades chez Wittgenstein lui-même. Mais bon, il faut pas trop exagérer l'influence de Kierkegaard. Certains lecteurs ont essayé d'éviter de le faire sur Wittgenstein, je veux dire, parce que il y a quand même de grandes différences entre les deux. Et en particulier, l'intérêt de Wittgenstein pour le langage n'est pas partagé de la même façon par Kierkegaard. Merci, monsieur Dalal. Dans Diabsalmata, Kierkegaard écrit Ma vie ressemble à une nuit éternelle. Croyez-vous, monsieur Daval, que tout philosophe est condamné à une certaine solitude, à vivre la plupart du temps en dehors du monde et à ne sortir de sa bulle que rarement? C'est peut-être aussi vrai de celui qui écrit en général. Pensez-vous que c'est une nécessité quand on écrit dans le champ de la philosophie, ou que c'est l'isolement dû à des capacités hors normes et une envie de se confronter à des sujets qui n'intéressent que fort peu de gens, qui condamnent plutôt à une vie de solitude? Non, je ne pense pas vraiment que la philosophie s'exprime sur le mode de la solitude et est à voir avec la solitude. Je pense au contraire, d'une certaine façon avec Hegel, que la philosophie, c'est la volonté de penser le réel, la réalité, les faits tels qu'ils sont, et de comprendre leur enchaînement. Alors certes, pour Kierkegaard, il s'agit beaucoup de faire de la philosophie presque une psychologie dans la mesure où il s'intéresse aux rêves et à ce que les rêves nous disent, mais il pense aussi qu'il faut penser la réalité et que c'est la tâche première du philosophe. Merci. Puisque c'est le sujet du livre, vous décrivez très brièvement, au début de votre ouvrage, les différents stades de la doctrine de Kierkegaard. Je vous cite, page 11, premier paragraphe. La doctrine des stades que nous allons examiner dans notre ouvrage est une conception de la vie humaine qui veut que chaque homme peut vivre sa vie selon trois stades. Le stade esthétique, c'est-à-dire celui où le plaisir et la sensation sont les guides de l'existence. Le stade éthique, où l'on essaie de vivre selon le devoir et en s'engageant dans des institutions. Et, pour ceux à qui Dieu donne sa grâce, le stade religieux, qui est celui de l'amour pour Dieu et les humains et du sacrifice. Monsieur Daval, on imagine qu'un même homme, au cours d'une vie, peut choisir de passer d'un stade à un autre. Mais actuellement, selon vous, quel est le stade où l'on peut trouver le plus de personnes? C'est difficile de vous répondre. Je serais tenté de dire que c'est peut-être le stade esthétique, dans la mesure où la plupart des êtres humains
pensent à partir de ce que leur sens leur donne comme information. Et cela dit, il faut bien voir aussi que les stades sont pour Kierkegaard quasiment des abstractions, puisqu'on peut passer et on passe continuellement d'un stade à l'autre, et que le passage de l'un à l'autre est ce qui caractérise le plus la vie humaine, plus que le fait de mener profondément un stade. J'allais vous poser la question suivante, mais elle est peut-être plus aussi percutante. J'allais vous demander, Monsieur Daval, si votre réponse aurait été différente si je vous l'avais posée un siècle plus tôt. Est-ce que vous pensez que justement, à un siècle plus tôt, on était moins dans le stade esthétique, mais là, vous m'avez dit que, comment dire, des pans de vie où on peut se dire je suis dans ce stade et puis je passe à un autre, mais plus dans une chronologie qui est beaucoup plus ramassée finalement, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça, vous avez tout à fait raison. Et effectivement, quelle que soit la période de l'existence, l'être humain peut passer et passe en réalité d'un stade à l'autre. C'est ce passage que Kierkegaard essaie de penser plus que chacun des stades isolément. Merci, Monsieur Daval. Concernant maintenant Kierkegaard, alors là encore, ma question est peut-être à côté de la plaque. À quel stade doit-on le rattacher? Parce que moi, ce qui me semblait a priori évident, c'était que c'était plutôt le stade du religieux. C'est ce que pensent la plupart des lecteurs de Kierkegaard. Bon, d'une certaine façon, ce n'est pas faux d'ailleurs, puisqu'effectivement, il accorde une grande importance au stade religieux, tout en pensant d'ailleurs que la plupart des gens qui se disent tels, en réalité, n'ont rien à voir avec le religieux, et spécialement les chrétiens n'ont rien à voir avec le véritable christianisme, ce qu'il ne cessera de dire jusqu'à la fin de son œuvre, et en particulier dans ses derniers ouvrages, comme l'Instant, comme celui qui s'intitule L'Instant, je veux dire. Donc, on peut penser au stade religieux, mais encore une fois, il me semble que ce qui est prioritaire pour lui, c'est d'abord le stade esthétique. Et il accorde de l'importance au stade éthique, dans la mesure où chaque être humain a à se confronter au bien et au mal. Merci. À propos du stade esthétique, justement, Kierkegaard explique que c'est celui de la mélancolie. Et il écrit dans son journal, j'ai dans cette mélancolie aimé le monde, car j'ai aimé cette mélancolie. On voit ici qu'il écrit au passé, donc il est bien passé d'un stade à un autre. Comme on l'allait s'entendre tout à l'heure, un homme au cours de sa vie peut changer de stade, et puis le mot stade en lui-même n'évoque pas la même chose peut-être à notre époque. On a l'impression que c'est quelque chose qui s'étale plus dans le temps, comme on l'a fait remarquer et vous me l'avez fait comprendre. Mais ici, ce passage, à mon avis, pose question. La mélancolie est loin d'être un état des plus agréables. Il dit l'avoir pourtant aimé. Et il parle ici du monde sans pour autant dire qu'à ce moment de sa vie, il était dans ce monde. La mélancolie désigne en effet pour nombre d'entre nous un état qui désigne le repli sur soi. Quand Kierkegaard dit j'ai dans cette mélancolie aimé le monde, l'a-t-il aimé de loin comme un spectateur, monsieur Daval, ou comme quelqu'un qui ne fait que se souvenir des moments agréables, des rencontres importantes qui ont jalonné sa vie? Est-ce qu'il ne faisait finalement là que faire rentrer le monde comme souvenir dans sa bulle de solitude? Merci, ben vous avez largement raison dans ce que vous dites. Bon, pour Kierkegaard, de toute façon, la mélancolie, il en parle véritablement en romantique, et il n'a jamais été plus proche des poètes romantiques, spécialement de langue allemande, que quand il parle de la mélancolie. Et la mélancolie, pour lui, effectivement, comme d'ailleurs la plupart des mélancoliques, c'est quelque chose qu'il aime, même si ça le fait souffrir, parce qu'au fond, c'est son mode d'être fondamental. Être, c'est être mélancolique pour lui. Merci, Monsieur Daval. Pour terminer cet entretien et pour laisser aux auditeurs qui auraient envie d'aller lire votre livre bien d'autres choses à découvrir, j'aimerais que vous nous expliquiez, puisque c'est la théorie que vous défendez, pourquoi Kierkegaard, et vous l'avez déjà un petit peu fait, pourquoi Kierkegaard n'est pas arrangé dans la catégorie des philosophes des systèmes. Parce qu'en ayant donné la liste au début de cet entretien des sujets qui l'ont occupé tout au long de sa vie, on aurait vite fait de l'assimiler à cette catégorie. Pourquoi ne doit-on pas considérer l'œuvre kierkegaardienne comme un système philosophique?
Et en fait, il est difficile de répondre à cette question parce que, d'un certain sens, c'est quand même un système philosophique, de même que certains interprètes ont dit il y avait un idéalisme de Kierkegaard, même si celui-ci critique violemment les idéalistes. Mais c'est vrai que il y a des aspects de système chez Kierkegaard, mais en revanche, ce qu'il reproche au système, c'est de croire détenir la vérité et l'exprimer. Et c'est ce qu'il reproche spécifiquement à Hegel, que par ailleurs il admire beaucoup, parce qu'il pense que l'être humain est éloigné complètement de toute vérité. Et même s'il croit la posséder, en réalité, il est plutôt possédé par elle, et c'est ça qui le rend mélancolique. Monsieur de Daval, je tiens à vous remercier vivement pour le temps que vous avez bien voulu me consacrer. J'espère que nous aurons très prochainement l'occasion de parler du livre que vous avez consacré à Austin dans le cadre d'un autre entretien. En attendant, j'invite les auditeurs à aller sur votre chaîne YouTube Homme Philo pour écouter le précédent, mais aussi et surtout le cours audio que vous avez enregistré sur le cahier bleu de Wittgenstein et où il est question aussi du cahier brun, qui est accompagné d'un PowerPoint pour faciliter la compréhension et la mémorisation de ce cours, qui réussit à être à la fois accessible même aux débutants, tout en étant dense, puisque vous n'avez pas fait l'économie dans ce cours d'expliquer le contexte historique, où on en était à cette époque en psychologie et en philosophie en particulier. Pour cela aussi, merci Monsieur Daval. Gillian, ne me remerciez pas, c'est moi qui vous remercie pour la pertinence de vos questions et pour leur intelligence aussi, et pour vous être intéressé à Kierkegaard, qui mérite indéniablement votre intérêt et celui de n'importe quel lecteur. En fait, sa pensée est plus systématique qu'on ne le croit, et d'ailleurs il a intéressé des philosophes systématiques, entre autres, à assister à son cours dans les dernières années de celui-ci, le philosophe qui prônait la destruction de l'État, du concept de Dieu, etc. Donc le Nietzsche. philosophe, non, je pensais à Bakounine en fait. Ah bah oui, d'accord. Donc le philosophe, Bakounine, c'est un penseur anarchiste c'est russe. le mot que je cherchais, c'est un philosophe anarchiste, Oui. et les anarchistes ont souvent un aspect de leur pensée qui se rapproche du système et de la pensée systématique, même si en même temps ce sont aussi des êtres qui se rapprochent de l'idéalisme, de gens comme les philosophes de la subjectivité, tels que Jean-Paul Sartre par exemple, ou d'autres existentialistes. Donc il y a un aspect presque anarchiste chez Kierkegaard, et puis, il se rapproche à certains égards. Je ne peux pas développer ça ici, c'est trop compliqué, mais aussi bien de Hegel que de Schelling, qui tous les deux sont des penseurs systématiques, évidemment. Merci Monsieur Daval et il y aura aussi un cours sur Kierkegaard vu que vous en avez aussi enregistré un. On pourra poster ça très prochainement et on aura peut-être plus d'éléments sur ce sur quoi vous nous avez déjà mis sur la piste. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine fois pour un entretien sur Austin. Avec grand plaisir, ma chère Juliane, et je parlerai volontiers avec vous, et je parlerai volontiers d'Austin, qui est un philosophe que j'admire beaucoup. Merci Monsieur Daval.